des stagnates dans la nature. Alors, à l'opposé de ces vertébrés qui n'ont pas de mâchoire, vous avez les autres vertébrés. Alors, il y a sur cette page, de la page 3 à la page 7, vous avez des vertébrés. Vous avez aussi des vertébrés qui est consacré au mammifère. Tout ça, ce sont des vertébrés. Il y a les poissons, il y a les amphibiens, il y a les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Vous avez les poissons, les amphibiens, les batraciens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Voilà, tout ça, ce sont les gnathostomes, c'est-à-dire les vertébrés. Vertébrés à mâchoire. Alors dans les vertébrés à mâchoire, vous avez les poissons qui constituent une superclasse. Et ici, c'est notre superclasse, qui est la superclasse des tétrapodes. Donc deux superclasses dans les gnathostomes. Vous avez les poissons et les tétrapodes. Les tétrapodes, comme le nom l'indique, ils ont 4 pattes, 2 membres antérieurs et 2 membres postérieurs. Vous avez donc les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Alors si nous prenons les poissons, on peut distinguer deux grands groupes de poissons en fonction du degré d'évolution. Parce qu'il y a des poissons, on dit cartilagineux, et des poissons osseux. Les poissons qui ont un squelette cartilagineux sont considérés comme étant plus anciens, moins évolués que les poissons à squelette osseux. Le caractère cartilagineux est un caractère primitif par opposition au caractère osseux qui est un caractère évolué. Alors ceux-là qui forment le groupe des chondrichiens ici, ce sont les ostectiens. Dire poisson cartilagineux à squelette cartilagineux, c'est la même chose que dire chondrichien. Les poissons à squelette osseux forment le groupe des ostectiens. Alors sur cette planche, au niveau des figures 3, 4 et 5, je vous ai présenté quelques exemples de poissons à squelette cartilagineux. Il s'agit des requins, des raies, et des chimères.
Les requins et les raies, ils ont encore un squelette entièrement cartilageux. Donc vous voyez ici la morphologie générale d'un requin. Hein, vous voyez le corps qui a la forme aussi très allongée et qui présente sur le côté de la tête les fentes branchiales. Donc l'eau peut entrer par la bouche et sortir par les fentes branchiales qui sont situées latéralement. Dans le cas du requin, vous avez la tête et puis vous avez ici une nageoire et en avant de la nageoire, vous avez ici, ce sont des fentes branchiales. Les fentes branchiales, ça c'est l'œil. Donc l'eau rentre ici et sort par les fentes branchiales qui sont situées latéralement chez le requin. Alors, ils forment le groupe des pleurotrèmes, c'est-à-dire que ici, l'eau peut entrer par la bouche et sortir par les nageoires, par les fentes branchiales situées latéralement, et sur chaque côté de la tête, vous avez 5 fentes branchiales. Donc les requins forment le groupe des pleurotrèmes, et ce terme s'oppose au terme hypotrème qui s'applique aux raies, parce que les raies, la figure 4, vous avez une raie Bon, au niveau de la raie, vous avez ici les fentes branchiales qui sont aussi au nombre de 5 sur la face droite et gauche de l'animal. Donc sur la face ventrale de l'animal, vous avez ici les fentes branchiales, et l'eau, quand l'eau va rentrer par la bouche, l'eau va sortir par les fentes qui sont situées sous la tête. C'est pour ça qu'on parle d'hypotrème. Donc vous avez ici des hypotrèmes. Dans le cas des requins, l'eau entre par la bouche et sort par les fentes branchiales qui sont latérales. Dans le cas des raies, l'eau entre par la bouche et sort par les fentes branchiales qui sont sous la tête. Donc ici on dit que les raies forment le groupe des hypotrèmes. Et ici, les requins forment le groupe des pleurotrèmes. Alors le squelette, il est entièrement cartilagineux. Donc chez ces poissons, en principe, on doit tout pouvoir manger. La chair et le squelette, qui est cartilagineux. Alors vous avez, au niveau de la figure 5, un poisson. C'est un chimère. Ce sont des poissons avec la tête qui est assez grosse. Et vous avez aussi une sorte de flagelle de filament qui prolonge la queue, la nageoire caudale. Donc, vous voyez, la partie postérieure de poisson peut être même utilisée comme une sorte de fouet. Alors, sur le corps de ce poisson, vous avez des nageoires aussi. Vous avez les nageoires pectorales, dorsales, ventrales, anales. Mais au niveau de la nageoire, bon, ça c'est la nageoire pectorale. Mais à la base de cette nageoire pectorale, vous avez un repli de peau. Il y a un repli de peau ici qui recouvre les fentes branchiales. On ne voit pas les fentes branchiales parce que ces fentes sont recouvertes par un repli de peau. Alors il s'agit simplement d'un repli
dans lequel on n'a pas de pièces, ni osseuses, ni cartilagineuses. Et ce repli de peau qui recouvre les fentes, on appelle ça un faux opercule. C'est un faux opercule. Bon, en général, chez les poissons, les branchies sont situées dans une chambre branchiale et elles sont recouvertes. Dans le cas des poissons osseux en particulier, il y a un opercule. Quand vous prenez un poisson, alors généralement, donc ça c'est la nageoire dorsale, caudale, anale, puisqu'il y a un orifice ici, un orifice mixte, c'est par lequel il y a un rejet des urines, des excréments et des produits génitaux. Donc ici, il y a un orifice ano-génito-urinaire. Alors sur ce corps du poisson, vous voyez ici, sous cet élément-là, qu'on appelle un opercule. L'opercule recouvre les branchies. Alors si vous enlevez l'opercule, vous voyez sous l'opercule les branchies. Normalement, sur chaque côté, vous avez 4 branchies qui sont superposées, et la branchie la plus externe correspond à la branchie numéro 1, et puis après, quand on va en profondeur, on rencontre successivement les branchies 2, 3 et 4. Les branchies étant les organes respiratoires du poisson. Donc, ici, l'opercule, au sens vrai du terme, c'est un repli de peau, mais dans lequel vous avez des pièces osseuses. Donc quand on enlève ici l'opercule, on va enlever la peau, mais en même temps, on enlève les pièces osseuses qui sont dans la peau. C'est ça l'opercule au sens vrai. Ici, on parle de faux opercule parce que c'est simplement un repli de peau, il n'y a pas de pièces, ni osseuses, ni cartilagineuses. Ici, les chimères, donc dans le cas des poissons osseux, il y a un opercule, un vrai opercule. Dans le cas des poissons cartilagineux, ici les fentes branchiales ne sont pas recouvertes, il n'y a rien qui les recouvre, ces fentes branchiales baignent directement dans le milieu aquatique. Et entre les deux, c'est-à-dire entre ceux-là dont les fentes ne sont pas recouvertes et ici où on a un vrai opercule chez les poissons osseux, vous avez le groupe des chimères qui présente un faux opercule. Donc ce groupe des chimères est considéré comme un groupe de passage, un groupe de transition entre les poissons cartilagineux, dont les fentes branchiales ne sont pas recouvertes, et les poissons osseux, dont les fentes branchiales sont recouvertes par un vrai opercule. C'est important de noter la présence de groupes de passage. Ici, les chimères constituent un groupe de passage entre les poissons à squelette entièrement cartilagineux et les poissons à squelette osseux. Ils forment un groupe de transition en ce que leur repli cutané, en ce qu'ils présentent un faux opercule. Vous voyez donc ici, on part d'un stade qui est ici considéré comme primitif. Ça, c'est un stade intermédiaire. Et puis là, c'est un stade un peu plus évolué. Donc vous voyez que dans les poissons, il y a déjà ce groupe de passage, ce groupe de transition intermédiaire entre les poissons cartilagineux et les poissons osseux. On verra aussi par la suite qu'il y a aussi d'autres groupes de transition. Et en particulier, quand on va quitter le milieu aquatique pour aller sur les milieux terrestres, vous avez le groupe des amphibiens. Les amphibiens
constituent aussi un groupe de passage entre le milieu aquatique et le milieu terrestre et aérien. Parce qu'eux aussi, ils sont très inféodés à l'eau, les amphibiens. Ils ont une respiration branchiale à l'état larvaire, et c'est maintenant à l'état adulte seulement qu'on voit des adultes avec une respiration cutanée et une respiration pulmonaire. En général, les amphibiens ont une peau aussi qui est très mince et qui est très richement vascularisée et qui est utilisée comme organe respiratoire. Et donc, ils sont obligés, étant donné que la peau est nue, ces animaux sont obligés de rester dans des endroits terrestres humides parce que sinon, ils peuvent mourir, s'ils sont exposés à la chaleur, ils peuvent mourir par dessiccation. Donc, eux aussi, ils forment un groupe de passage entre les vertébrés aquatiques, les poissons et les agnates, et les vertébrés terrestres, c'est-à-dire les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Bon. On verra qu'aussi entre les oiseaux et les reptiles, il y a aussi l'ancêtre des oiseaux qui est l'Archéoptéryx. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un oiseau chez lequel vous aviez des dents. On avait des dents, l'Archéoptéryx. Il a des plumes. Les plumes, ce sont des caractères aviaires, la présence de plumes, parce que tous les oiseaux ont des plumes. L'Archéoptéryx avait des plumes, mais en plus d'avoir des plumes, il avait des dents. Des dents qu'on ne retrouve plus chez les reptiles actuels, mais des dents qu'on trouve chez... les dents, on ne les trouve plus chez les oiseaux actuels, mais on les trouve chez les reptiles. Les reptiles sont les ancêtres des oiseaux. Et vous avez donc entre les reptiles qui ont des dents et les oiseaux actuels qui n'ont plus de dents, vous avez le groupe de transition qui est le groupe des Archéoptéryx, et dans lequel on avait des dents qui sont des caractères reptiliens et des plumes qui sont des caractères aviaires. Donc vous voyez ici là aussi, c'est un groupe de transition entre les reptiles et les oiseaux. Entre les oiseaux et les mammifères, vous avez aussi le groupe des monotrèmes. Les ornithorynques, les échidnés, ce sont des mammifères parce qu'ils présentent des poils, mais en plus d'avoir des poils qui sont des caractères mammaliens, ils ont aussi un bec, un bec qui est un caractère aviaire. Donc, oui, ils ont un bec qu'ils partagent avec les oiseaux, ils ont des poils qu'ils partagent avec les mammifères. Là aussi, ils forment un groupe de transition entre les oiseaux et les mammifères. Vous voyez donc, les différents taxons dans la nature ne sont pas en réalité très séparés les uns des autres. Il y a toujours des groupes de transition entre les différents taxons qui existent dans la nature. Quand vous avez deux taxons contigus, souvent il y a un taxon qui fait la transition entre ces deux groupes. Donc on verra au fur et à mesure, je vous parlerai de ces différents groupes, et peut-être à l'occasion d'un contrôle, on pourrait être intéressé seulement par ces groupes de transition. Donc il faudra faire très attention à tout ça. Bon, vous avez une planche qui s'est glissée dedans. Bon, j'en parlerai. Mais en fait, cette planche porte des agnates. C'est une planche qui porte sur les agnates. Bon, je n'ai pas mis de numéro, mais vous pourriez peut-être en faisant votre apprentissage, vous pouvez mettre le numéro qui vous convient. Bon, évidemment, il s'agit des agnates, c'est-à-dire de l'emploi et des myxines. C'est une autre planche simplement pour illustrer l'anatomie de ces animaux. Alors, on retrouve toujours la morphologie du corps, les lamproies qui ont une allure de flûte, c'est pour ça qu'on les appelle des flûtes à 7 trous. Quand vous prenez la lamproie, bon, il y a des points qui sont alignés ici.
En fait, il s'agit d'orifices branchiaux. Ce sont des orifices qui donnent accès à des branchies, qui donnent accès à des branchies qui sont logées dans des poches branchiales. Donc on les appelle des orifices branchiaux, et sur chaque côté du corps, vous avez 7 orifices branchiaux. Donc au total, 7 paires d'orifices branchiaux. Alors le corps en général, pour les agnates actuels, le corps il est lisse, il n'y a pas d'écailles, il n'y a rien, tout est lisse. Mais quand on voit la forme qui est en dessus, sur la forme qui est en dessus, qui est un agnate du genre Theraspis, mais cet agnate a disparu dans la nature actuelle. On n'a plus d'agnate du genre Theraspis. Mais ce sont des formes qui ont existé par le passé. Et on remarque que sur le corps de ces agnates, il y a des écailles. Donc vous voyez, il y a une partie du corps qui porte des écailles. Mais sur les agnates actuels, le corps est lisse. Il n'y a plus d'écailles sur le corps. C'est pour ça qu'on parle d'évolution régressive chez les agnates. Chez les agnates actuels, on n'a plus d'écailles, le corps est lisse. Par contre, dans les ancêtres, quand on remonte dans le temps, on va retrouver des groupes d'agnates chez lesquels il y avait des écailles sur le corps. Il y avait des écailles, il y avait des épines, etc. Donc, vous voyez que tous ces caractères qui étaient dans des caractères ancestraux ont été perdus avec l'évolution et on ne les retrouve plus dans la descendance. Donc, les agnates ont connu une évolution régressive. En ce qui concerne, c'est les écailles en particulier. Bon, certains groupes aussi ont connu des évolutions régressives en ce qui concerne les membres, par exemple, chez les reptiles. Chez les reptiles, les membres, il y a beaucoup de serpents chez lesquels on n'a plus de membres, ou bien chez lesquels on a des vestiges de membres. Ça aussi parce que les serpents ont connu aussi une évolution régressive des membres. Dans les ancêtres, il y en avait, mais dans les serpents actuels, on n'a plus de membres, ou bien on a simplement des vestiges de membres. Si vous avez les pythons, les boas, etc., il y a des vestiges de membres. Les membres postérieurs sont représentés par des ergots, des sortes de griffes, situées de part et d'autre de la fente cloacale, mais chez dans la grande majorité des serpents actuels, on a absence totale des membres antérieurs et postérieurs. Donc il y a aussi à ce niveau une évolution régressive des membres chez les serpents. Bon, chez les oiseaux actuels, on n'a pas de dents. Par contre, dans l'ancêtre qui est l'Archéoptéryx, il y avait des dents. Là aussi, c'est une évolution régressive. Donc chaque fois qu'on a un caractère ancestral qu'on n'a pas retrouvé dans la descendance, on parle d'évolution régressive. Alors ici, j'ai représenté un peu la bouche de la lamproie et celle de la myxine. Bon, il y a une description. Je vous ai donné un texte par rapport à la description, à l'anatomie de la bouche des lamproies et des myxines. Donc cette planche sera utile pour comprendre un peu ce que j'ai dit dans cette description. Mais on constate ici, en particulier chez la lamproie, que dans la bouche, il y a plusieurs dents qui forment des rangées concentriques. Et ce qui est remarquable chez la lamproie, qui est un ectoparasite, parce que c'est un ectoparasite de poisson, donc avec la bouche munie de dents, l'animal va pouvoir fonctionner sur son hôte comme une sorte de ventouse de sangsue. Donc il s'accole sur la paroi corporelle de l'hôte et va sucer le sang de l'hôte. Alors cette bouche, elle reste toujours béante. Ça aussi, c'est un caractère un peu primitif. La bouche, elle reste toujours ouverte. Donc, on voit toujours les dents. Et à l'intérieur de la bouche, il y a quelque chose qui simule une langue.
Hein, bon, c'est une pièce assez cartilagineuse qui est au centre de la bouche. Et étant donné son emplacement, on l'assimile à une langue. Hein, mais ce n'est pas la langue charnue comme on le connaît chez les vertébrés supérieurs, en particulier chez les mammifères. Mais à l'emplacement de la langue, vous avez une pièce cartilagineuse que l'on assimile à une langue. Et la bouche, elle reste béante avec des centaines de dents à l'intérieur. Mais on le verra avec l'évolution aussi, il y a une configuration qui va être différente de la bouche. Parce qu'ici, il n'y a pas de lèvres. Hein, vous voyez, c'est une bouche qui est béante, les dents qui sont visibles, mais avec l'évolution, on va constater qu'il va y avoir une apparition de lèvres, en particulier chez les mammifères, et ces lèvres vont avoir normalement un rôle, qui vont jouer un rôle dans la nutrition, parce que ce sont les lèvres qui permettent aux petits des mammifères de sucer le lait maternel. Donc il y a un rôle dans la nutrition, mais il y a aussi un rôle esthétique. Hein. Je pense que les lèvres ont aussi un rôle esthétique. Ah ouais, ce qu'on serait si on n'avait pas de lèvres. Hein. Donc vous voyez ici, la présence de lèvres est aussi une indication d'un niveau d'évolution assez élevé, hein, dans la série des vertébrés. Alors donc, après les poissons, bon ça ce sont les plus anciens. Ensuite, en montant l'échelle évolutive, après les agnates, à côté des agnates, on a les poissons. Cartilagineux, les poissons osseux. Alors, je ne rentre pas pour l'instant dans le détail de la classification des poissons osseux, hein, avec les classes, les sous-classes, etc. Donc, j'en parlerai à l'occasion. Pour l'instant, je montre simplement les différents groupes, hein, de vertébrés. Alors, les poissons. Alors, dans les poissons, il y a certains qui ont une respiration essentiellement branchiale. Je dis bien essentiellement branchiale. Quand on enlève ces poissons de l'eau, les branchies vont s'assécher et ils vont mourir. Ce sont des poissons qui sont adaptés à la vie en milieu aquatique. Si vous les sortez de l'eau pendant un certain temps, ils vont mourir. Parce qu'ils n'ont qu'une respiration branchiale. Et quand les branchies s'assèchent, alors ils ne vont plus pouvoir survivre. Donc ils meurent par asphyxie. À côté de ces poissons, il y a d'autres qui présentent, en plus des branchies, d'autres dispositifs qui leur permettent d'utiliser l'air en nature. C'est ainsi qu'on observe chez les poissons. Il y a la muqueuse buccale qui peut intervenir dans la respiration aérienne. Il y a aussi le pharynx, sa muqueuse qui peut aussi intervenir dans la respiration. Quelquefois, c'est l'intestin qui est utilisé. Quelquefois, c'est la paroi de l'estomac. Quelquefois, c'est une vessie gazeuse, hein, qui est utilisée, etc. Donc, vous voyez, il y a tout un ensemble d'organes qui sont utilisés par certains poissons, en plus des branchies, pour pouvoir satisfaire leurs besoins en oxygène respiratoire. Parmi ces poissons, qu'on appelle des poissons pulmonés, vous avez ce qu'on appelle le groupe des brachyoptérygiens. Les diplomes et les crossoptérygiens. Voilà 3 groupes de poissons chez lesquels vous avez, en plus des branchies, il y a des poumons. Ces poissons ont essayé, à un moment donné de leur évolution,
ils ont essayé de s'adapter à la respiration aérienne. Et donc, ils ont développé, il y a un certain nombre d'organes qu'ils ont développés et qui leur ont permis, justement, de pouvoir utiliser l'air en nature, l'air atmosphérique. Ces poissons aussi forment un groupe de transition entre les vertébrés, les poissons à respiration uniquement ou essentiellement branchiale, et les vertébrés terrestres à respiration uniquement ou essentiellement pulmonaire. Vous voyez, hein, là aussi, c'est un groupe qui fait la transition entre les vrais hommes, les vraies femmes. Vous avez aussi un groupe de transition. Donc voilà 3 groupes de poissons où vous avez, en plus des branchies, des poumons. Les brachiotérygiens. Alors vous voyez la figure 7, c'est un poisson d'eau douce. C'est le polyptère. La figure 7 là. Normalement, les brachiotérygiens sont représentés par les polyptères. C'est un poisson de fleuve, donc d'eau douce. Et on peut le trouver en particulier dans le fleuve Sénégal. Vous devriez même peut-être le trouver aussi dans la collection de l'IFAN. À l'occasion de la visite de l'IFAN, il faudra observer le polyptère. La figure 7. C'est un polyptère. Après, vous avez alors les figures 9, 10 et 11. Les figures 9 et 11, ce sont des poissons qui appartiennent au groupe des dipnos. 10, ça veut dire 2, 9 poumons. C'est des poissons qui ont 2 poumons. C'est pour ça qu'on les appelle des dipnos. Vous voyez que ces dipnos sont représentés par 3 genres. Il y a la figure 9, c'est le genre Neoceratodus. La figure 10, c'est le genre Procopterus. Et la figure 11, c'est le genre Lepidosirène. Bon, normalement, quand on écrit un nom de genre, on commence le nom par une lettre majuscule. Et le reste, ce sont des minuscules. Bon, je n'ai pas ici respecté l'orthographe, la convention. Donc je vous fais la remarque. Normalement, on ne devrait pas indiquer le nom de genre tel que j'ai écrit ici. Le nom de genre commence par une lettre majuscule et le nom d'espèce par une lettre minuscule. Vous voyez qu'ici, toutes les lettres sont en majuscule. Normalement, c'est seulement la première lettre qui devrait être en majuscule et le reste en minuscule. Et le nom du genre doit être souligné ou écrit en italique. Alors donc, voilà les poissons pulmonaires. Bon, je reviendrai sur le détail de ces genres-là. Alors les crossoptérygiens, ici, sont représentés par la figure 12. La figure 12. La figure 12, c'est un poisson pulmonaire aussi, mais qui vit un poisson marin qui vit à de grandes profondeurs. Et le fait de rester justement à de très grandes profondeurs a entraîné une atrophie des poumons chez ce poisson, et les poumons n'ont plus de rôle respiratoire. Donc à force de rester à l'intérieur, à de grandes profondeurs, à force de ne jamais utiliser ou d'utiliser très peu ces organes, ces poumons, les poumons ont fini par dégénérer. Et actuellement, chez ces poissons, les poumons ne sont plus fonctionnels. Mais
chez les poissons qui présentent des poumons. Alors, donc vous voyez ici, c'est le groupe qui présignale en quelque sorte l'avènement des vertébrés à respiration pulmonaire. Après, vous avez les autres vertébrés, c'est-à-dire après les poissons, à côté des poissons, vous avez les amphibiens. Les amphibiens, les figures 13, 14, 13, 14, 15, 16, 17. Ce sont des amphibiens. Mais en fait, les amphibiens, on peut résumer leur systématique avec ces trois schémas. Les figures 15, 16 et 17. Si vous prenez les figures 15 et 16, les figures 15 et 16 représentent deux morphotypes d'amphibiens, deux amphibiens qui présentent des pattes. Vous voyez, figure 15, figure 16, il s'agit de deux types d'amphibiens avec des pattes. Et à l'opposé, vous avez des amphibiens sans pattes. Les amphibiens sans pattes forment le groupe des apodes, le A étant privatif. Par opposition aux amphibiens sans pattes, la figure 17, vous avez les amphibiens avec des pattes. Amphibien avec des pattes. Présence de pattes, ici absence de pattes. Et dans les amphibiens avec des pattes, vous avez la figure 16, la figure 15, qui représente les amphibiens avec une queue, et au niveau de la figure 16, absence, je mets moins. Donc ça c'est la figure 16. Voilà un peu les amphibiens actuels. Dans les amphibiens, il y a certains amphibiens qui ont des pattes, d'autres n'ont pas de pattes. Ceux qui n'ont pas de pattes forment le groupe des apodes. Ceux qui ont des pattes sont répartis en deux groupes. Il y a le groupe des amphibiens à queue et le groupe des amphibiens sans queue. Les amphibiens à queue, c'est la figure 15. Ils ont la queue toute la vie, c'est-à-dire à l'état larvaire et à l'état adulte. Toute la vie, ils ont la queue. On sait qu'au niveau des amphibiens, au cours du développement larvaire, c'est-à-dire des transformations de la larve vers l'adulte, des métamorphoses, il y a en général des remaniements d'organes et quelquefois des disparitions d'organes. Et parmi les organes qui disparaissent, vous avez la queue, normalement dans certains cas, qui va disparaître. Mais ici, la queue est conservée au cours du temps. Donc, ils ont la queue toute la vie. Ils forment le groupe des urodèles. Ils forment le groupe des urodèles. C'est-à-dire, ici, la figure 15,
représentatif du groupe des urodèles, c'est-à-dire des amphibiens à queue, à queue toute la queue. Par opposition aux amphibiens qui n'ont pas de queue, parce qu'au cours des métamorphoses, la queue larvaire disparaît. La larve de ces amphibiens, c'est le tétard, mais le tétard va subir des modifications, des métamorphoses pour devenir adulte. Et au cours de ces modifications, vous avez la queue larvaire qui disparaît. Et donc ici, vous avez un adulte qui a perdu sa queue. Comme chez l'homme. L'homme aussi a perdu sa queue. Mais l'embryon humain, il est comme les embryons de tous les autres vertébrés. Avec sa queue, avec... Mais avec le temps, avec les modifications vers le juvénile, on perd la queue. Et donc, à la naissance, on est sans queue. On aurait pu garder la queue aussi. Le mouton naît avec sa queue. Chez l'homme, on n'a plus de queue. C'est dommage. Bon, si on se particularise, bon, on fait la risée de tout le monde. Si tout le monde a sa queue, on trouve que c'est normal. Mais si on se particularise à avoir seul sa queue, là, ça pose problème. Donc ici, vous voyez ici, chez les adultes, ici, la figure 16, on n'a plus de queue. Et là, on a le groupe des anneaux. Le groupe des anneaux. Donc dans les amphibiens, il y a 3 groupes. Les apodes, les urodèles et les anneaux. Les apodes, sans pattes. Les urodèles, queue toute la vie. Les anneaux, qui ont la queue seulement au stade adulte. Parce que la queue de la larve a disparu avec le temps. Bon, évidemment, si on regarde les figures 13 et 14, les figures 13 et 14 sont pour illustrer aussi la morphologie de certains amphibiens qui présentent une queue. Donc vous voyez qu'au niveau de la figure 13, il s'agit d'un amphibien qu'on appelle le triton. Mais le triton présente une queue. Il y a aussi à la figure 14 un autre amphibien qu'on appelle le proté. Le proté, mais il y a E accent aigu, E. Le proté, c'est aussi un autre amphibien avec une queue. Donc ici, j'ai mis simplement 2 exemples d'amphibiens urodèles. Il s'agit d'amphibiens urodèles. Alors j'ai ici mis la silhouette de ces animaux parce que je les ai cités simplement dans le cours pour que vous voyez un peu à quoi correspond le proté, à quoi correspond un peu le triton. Donc ce sont des amphibiens urodèles. Donc pour les amphibiens, vous voyez que c'est très simple. Bon, sur cette autre planche, c'est aussi des amphibiens. Ce sont aussi des amphibiens. Alors, il y a 2 noms que je viens de citer, le nom, le proté. Le proté et le triton. On les retrouve. Le triton ici, le triton crêté, parce qu'il y a une crête dorsale. Il y a le proté, dont le genre est le genre Proteus.
Mais il y a un autre genre qui s'appelle ambystome, l'ambystome. Bon, je pense qu'il y a, c'est écrit, hein? Il y a un L. Il y a un L là qui est le trou. Hein? On a écrit ambystoma. Il s'agit en fait de l'ambystome. Hein? C'est l'ambystoma. Le L. Vous voyez, c'est écrit ambystoma. C'est le L simplement qu'il faut barrer. Hein? Je l'ai barré, mais. Oui. Donc c'est l'ambystome. Donc dans les amphibiens urodèles, vous avez au moins 3 genres importants à retenir. Il y a le protée, il y a le triton, vous avez aussi l'ambystome. Donc tous ces amphibiens présentent une queue. En général, chez les larves d'amphibiens, il y a des branchies. Il y a des branchies qu'ils partagent aussi avec les poissons. Hein, donc, ceci est une indication de relations phylogénétiques entre ces deux groupes. Alors, ici, il y a un amphibien qui a l'air d'un ver de terre, et peut-être même d'un serpent, pourquoi pas. Il s'agit d'un amphibien apode, parce qu'il n'y a pas de pattes. Hein, il est du genre Dermophis, du genre Dermophis. Il vit en Inde. Bon, évidemment, ici, il y a de tout petits serpents aussi qui sont des reptiles, qui ont cette allure de ver de terre. Hein, on les verra plus tard en systématique des reptiles. Hein, ce sont des petits serpents qui sont insectivores, qu'on peut même trouver ici dans le campus de temps en temps. Hein, mais ils sont inoffensifs pour l'homme. Par contre, ils se nourrissent de petits insectes dans le sol. Mais ils ont une allure de ver de terre. Mais quand on les approche, quand on les regarde de près, le corps présente des écailles. Donc, ceci est une indication de leur appartenance au groupe des reptiles. Hein, ce ne sont pas des amphibiens. Et puis après, ici, vous avez en haut un autre amphibien. Alors ici, cet amphibien appartient au genre Ichthyostega. Le genre Ichthyostega est un genre important. Vous voyez que c'est un amphibien. Bon, je pense que la photo c'est inversé. Vous voyez comment c'est orienté, c'est à l'envers. Oui. C'est inversé. Donc Ichthyostega, c'est le plus ancien amphibien connu. Parmi les tétrapodes, on a dit les tétrapodes, ce sont les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Et le plus ancien amphibien, donc le plus ancien tétrapode connu, c'est le genre Ichthyostega. C'est pour ça que je vous ai mis ça. Et c'était un amphibien dont la taille était environ 1 mètre. Vous voyez, un amphibien, une grenouille qui a 1 mètre de taille, c'est assez énorme. Donc, c'est l'ancêtre des amphibiens, c'est l'ancêtre des tétrapodes. On reviendra sur cet Ichthyostega. Alors, en suivant
l'ordre évolutif. Après les amphibiens, qui sont les premiers tétrapodes, qui font la transition entre le milieu aquatique et le milieu terrestre. Vous avez les reptiles. Alors les reptiles, en général, ici je vous ai présenté la classification des reptiles actuels en deux grands groupes. Et sur cette planche, je vous ai mis les reptiles fossiles. Alors ici, ce sont des reptiles fossiles. Et ici, vous avez des reptiles actuels. Les reptiles actuels que j'ai essayé de regrouper suivant deux morphotypes. Il y a des reptiles actuels dont le corps a la morphologie de celle du crocodile et les autres dont la morphologie du corps est différente et qui sont représentés ici par un reptile qui s'appelle en français Lateria et dont le nom scientifique est le Sphenodon punctatus. Je l'ai choisi parmi les reptiles qui n'ont pas une allure de crocodile parce qu'il a la particularité d'avoir un troisième œil au sommet de la tête. Et ça, c'est un exemple unique dans le règne animal, parmi les chordés, j'allais dire. C'est le seul chordé à avoir un troisième œil, le seul vertébré à avoir un troisième œil sur le sommet de la tête. Parce que chez les vertébrés, on a une symétrie bilatérale, ça veut dire qu'on peut diviser le corps suivant un plan de symétrie en deux parties égales. Et donc, on va avoir deux parties qui sont qualitativement et quantitativement identiques. Mais ici, il y a un œil qui est sur le plan de symétrie du corps, qui est au niveau du sommet de la tête. Ouais, ça, c'est un exemple quand même assez particulier. C'est assez original d'avoir un troisième œil. Il y a de quoi se bomber la poitrine. Donc, ouais, ici, dans ces reptiles non crocodiliens, c'est-à-dire dont le corps a une forme semblable à la forme du corps des crocodiles, vous avez les crocodiles du Nil, qu'on peut trouver ici, au Sénégal. Dans le parc même de Han, il y a des spécimens. Vous avez aussi des spécimens dans le parc du Nil. Donc, il y en a partout. Donc, le crocodile du Nil, qui appartient à la famille des crocodilidés. Il y a d'autres spécimens, les caïmans, qui font partie du groupe. Mais le caïman, il n'est pas africain, il est américain. Le caïman, il est américain et appartient à la famille des gaviadés, des alligatoridés. Et vous avez la famille des gavialidés, c'est une autre famille de reptiles crocodiliens qui vit en Inde avec une seule espèce, le gavial de Gange. Donc il y a les gavialidés, les alligatoridés et les crocodiliens. Ce sont ces trois familles qui forment l'ordre des crocodiliens représentés ici par ce morphotype. En dehors de ça, vous avez maintenant les autres reptiles qui ont une allure de corps, une allure différente de celle des crocodiliens. C'est là que vous avez les lézards, les margouillards, vous avez les varans, les varans de terre, les varans du Nil. C'est là que vous avez les caméléons. Vous avez aussi les geckos, ou Tarente en Afrique. Vous connaissez les geckos? Les geckos. Les geckos, c'est ce qu'on appelle les unk, en wolof.
les cacatarbes, hein, ce sont les caméléons. Vous connaissez les sillas, hein, les margouillas, etc. Hein, donc il y a beaucoup de reptiles qui ont une morphologie de corps différente de celle des crocodiliens. Donc en fait, tous ces reptiles actuels vont appartenir soit au groupe des crocodiliens, soit au groupe des non-crocodiliens. Alors je reviendrai sur ces deux groupes plus tard, et même en anatomie comparée, parce que c'est important. Ici, chez les crocodiliens, le cœur, il est cloisonné entièrement, aussi bien auriculaire, au niveau auriculaire qu'au niveau ventriculaire. Vous avez un côté droit du cœur qui est complètement séparé du côté gauche du cœur. Par contre, dans les reptiles non crocodiliens, on n'a pas ça. Au niveau du cœur, il y a un cloisonnement vertical qui divise le cœur en deux parties, égales à droite et gauche, mais cette cloison, elle n'est pas complète, surtout au niveau ventriculaire. Et donc, les sangs du côté gauche, le sang du côté gauche qui est un sang oxygéné, et le sang du côté droit qui est un sang carbonaté, ces deux sangs peuvent être mélangés au niveau cardiaque. Donc ici, dans les reptiles non crocodiliens, le cœur est moins évolué que celui des reptiles crocodiliens, parce que chez les crocodiliens, le cœur est entièrement cloisonné. Et les courants sanguins, oxygénés et carbonatés, ne sont pas mélangés au niveau cardiaque, chez les crocodiliens. Donc c'est en ça que les crocodiliens sont plus évolués que les non-crocodiliens. Alors à côté de ces deux grands groupes de reptiles actuels, vous avez ici les autres reptiles, les reptiles ici qui sont actuellement fossilisés, c'est-à-dire qui ne sont plus vivants. Alors ceci montre déjà la diversité de formes de ces reptiles, diversité morphologique. Mais cette diversité morphologique était aussi en relation avec les modes de vie. Alors, vous avez des reptiles ici en haut qui étaient des reptiles terrestres. Les reptiles terrestres, il y a ici des reptiles aquatiques, et puis dans ce troisième compartiment, c'était des reptiles aériens. Il y avait des reptiles qui volaient, d'autres qui étaient aquatiques, d'autres qui étaient des reptiles terrestres. Et ces reptiles terrestres avaient en général des tailles importantes. Certains, en particulier ceux qui étaient du genre Diplodocus, pouvaient faire entre 20 et 25 mètres. C'était énorme. La taille était très importante. Et parmi ces reptiles terrestres, il y a certains dont le bassin avait rappelé un peu la conformation du bassin des oiseaux, et ils formaient le groupe des ornithischiens. Et les autres, les saurischiens, avaient un bassin de type reptilien. Vous voyez ici, en considérant le bassin, j'ai fait deux sous-groupes parmi les reptiles terrestres. Après, il y avait des reptiles volants, j'ai cité quelques noms, qui sont assez communs dans la littérature, le genre Rhinopharynchus, Pterodonte et Ptérodactyle. Voilà trois genres de reptiles volants. Et dans le milieu aquatique, vous avez les genres Mosasaur, Plesiosaur, Ichthyosaur. Trois genres aussi de reptiles aquatiques. Mais tous ces grands reptiles ont disparu. Actuellement, dans le milieu aquatique en particulier, on retrouve encore des tortues. Il y a des tortues aquatiques. Mais tous ces reptiles que j'ai cités sur cette planche, dans les différents milieux, tous ces reptiles ont disparu. Alors, ce qu'on trouve comme reptile actuellement dans la nature est considéré comme une relique. C'est une relique, c'est-à-dire un reste très appauvri d'ailleurs de la faune reptilienne de l'ère secondaire. Parce qu'à l'ère secondaire, c'est à cette époque-là qu'on avait un nombre extrêmement important
d'espèces de reptiles sur la Terre. C'est la période où on avait le plus de reptiles. Mais actuellement, aussi ce groupe a connu vraiment de vastes extinctions et ce qu'on trouve actuellement dans la nature est considéré comme simplement un reste très appauvri de la faune reptilienne, de l'ère secondaire qui a été l'ère des reptiles. Donc voilà un peu les reptiles aussi. Voilà les reptiles qui étaient dans tous les milieux à l'ère secondaire. Donc vous voyez tout ça, c'est des exemples de reptiles qui ont existé et qui ont disparu. Et dans la nature actuelle, vous avez deux groupes, le groupe des crocodiliens et le groupe des non-crocodiliens. Alors, les reptiles, à côté des reptiles, vous avez les oiseaux. Toujours en montant l'échelle évolutive des vertébrés. Les oiseaux, alors vous avez deux plans pour vous représenter aussi les différents groupes d'oiseaux. Les oiseaux, ce sont des vertébrés adaptés au vol. Ils savent tous voler. Ça, c'est un caractère qu'ils partagent presque tous, mais à des degrés divers. Certains savent voler sur de longues distances, d'autres sur de très courtes distances, et d'autres, pratiquement, ils ne savent presque pas voler. Enfin, si vous prenez la poule, vous montez à l'étage, vous jetez la poule à l'air, bon, elle va se débrouiller pour ne pas s'écraser, pour retomber et ne pas s'écraser. Mais la poule n'est pas capable de voler sur de très longues distances. Par contre, il y a les autruches qui peuvent voler sur de très longues distances. Il y a beaucoup d'oiseaux qui sont des oiseaux migrateurs qui quittent l'Europe et qui viennent tous les ans, ils viennent ici au Sénégal, dans le parc de Ndiouk en particulier. Parce que le parc de Ndiouk, c'est le parc national, je le dis même international, des oiseaux. Parce que tous les ans, il y a des migrateurs qui viennent d'Europe. Il y en a qui viennent des Amériques, d'autres qui viennent d'autres pays africains, et ils se retrouvent ensemble au niveau du Ndiouk, de ce parc des oiseaux du Ndiouk. Donc vous voyez que c'est pour les oiseaux, c'est une rencontre internationale. Et donc c'est l'occasion d'échanger, de discuter. Donc chacun apporte son petit problème et ses préoccupations. Et ensuite il y a des discussions, c'est une retrouvaille, c'est un endroit évidemment de... en général, il y en a qui séjournent pendant un certain temps dans ce parc pour se ravitailler, pour se refaire encore des forces. Parce que quand certains migrateurs viennent d'Europe, ils viennent au niveau du parc, c'est peut-être le premier endroit qu'ils trouvent avec de l'eau, parce qu'après avoir traversé le désert, donc ils viennent, ils trouvent de l'eau, donc ils se mettent là-bas, ils se reposent pendant un certain temps et après ils continuent. Il y a certains qui continuent leur migration pour aller dans d'autres pays africains. Certains restent là pendant un certain temps pour se reproduire et ensuite ils vont retourner au bercail peut-être 2 ou 3 mois après, quand les petits peut-être auront acquis, disons, la capacité de voler. Ils vont accompagner les parents pour le retour au bercail. Donc, vous voyez, ça c'est un phénomène qui a existé, qui remonte dans la nuit des temps et qui continue encore. Chaque année, il y a des milliers d'oiseaux qui arrivent au niveau du parc des oiseaux du Ndiouk. Et je pense que si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller visiter ce parc. Il y a des touristes qui viennent de partout pour ce parc. Vous êtes des Sénégalais, vous devriez normalement connaître un peu ces parcs-là. C'est important. Alors, ici, la systématique des oiseaux, sur une planche, j'ai mis des noms. Il s'agit des noms, bon, pour l'ensemble de ces exemples. J'ai mis le nom de l'exemple cité, mais cet exemple qui est ici indiqué est aussi illustratif des caractères de l'ordre.
Oui, il y a non seulement il y a un nom, par exemple pour le pélican. Le pélican, j'ai indiqué ici la patte du pélican et le bec du pélican. Et ensuite, j'ai mis en dessous ordre des pélicaniformes ou estéganopodes. Donc, j'ai mis le nom et de l'ordre. Et dans l'ordre, j'ai indiqué un exemple qui est illustratif des caractères de l'ordre. Donc, chaque fois, dans votre cours aussi, quand vous avez un ordre donné, vous vous reportez simplement à la planche pour voir déjà, avec l'exemple qui est cité, vous allez voir, quand vous lisez, vous allez avoir l'ensemble des caractères de l'ordre. Donc vous voyez que ça facilite les choses. Alors sur cette planche, sur cette page, j'ai mis les noms des ordres avec les exemples. Sur l'autre planche, sur l'autre face, j'ai indiqué les exemples sans le nom des ordres. Ça aussi c'est pour vous mettre à contribution. Les exemples sont cités dans votre document, de même que les ordres. Donc il faudra faire l'effort de compléter cette page en indiquant les noms des ordres. Alors je vais vous faire remarquer simplement que il y a les pattes en général et les becs que j'ai ici indiqués. Ce sont les caractères des becs et des pattes qui sont utilisés pour la systématique des ordres. Alors, les caractères des becs et pattes, ça renvoie non seulement au milieu de vie, mais ça renvoie aussi au régime alimentaire. Donc ce sont ces deux caractères fondamentaux que j'ai utilisés ici pour la systématique des oiseaux. Alors les oiseaux, j'ai dit tout à l'heure qu'ils savaient voler, mais à des degrés divers, mais tous les oiseaux ont également le corps couvert de plumes. La présence de plumes est un caractère aussi commun à tous les oiseaux. Les oiseaux pondent des œufs, ça c'est connu. Il y a des œufs qui sont pondus et qui sont couverts. Suivant pendant un certain temps, donc des durées qui sont très variées en fonction des espèces. Et après, il y a une éclosion et les parents s'occupent des jeunes. Ça aussi, c'est un caractère important. Les parents qui s'occupent des jeunes, qui apportent des soins aux jeunes. Ça, c'est quelque chose qui est caractéristique de ce qu'on appelle les homéothères. Ils sont les premiers vertébrés à s'occuper de leurs jeunes, des petits. Alors les groupes antérieurs aux oiseaux, c'est-à-dire les amphibiens, les poissons et les agnates, bon, les parents n'ont pas de soucis par rapport à leur progéniture. Quand il y a une reproduction, bon, ça, dans le milieu aquatique, souvent il y a une fécondation externe, et puis après, il y a des larves qui se développent après éclosion, et ensuite il y a une phase de juvénile, beaucoup de mortalité en général parmi les juvéniles, et il y a très peu qui arrivent à l'âge adulte, parce qu'il y a les maladies, il y a les prédations, il y a beaucoup de choses, mais ici les parents n'ont pas de soucis quant à l'avenir de leur progéniture. Alors ce réflexe s'est développé seulement à partir des oiseaux. Et on va voir aussi que chez les mammifères, on va avoir le même comportement parental. Les parents aussi s'occupent des progénitures et suivant les taxons, les groupes, cet apport de soins a une durée variable suivant les groupes. Certains parents accompagnent les petits pendant un certain temps, d'autres sur un temps beaucoup plus long. Chez les mammifères, en particulier chez l'homme, vous voyez, c'est presque une dépendance à vie. En général, chez les primates, c'est plus long. Le coaching est beaucoup plus long chez les primates. En particulier chez l'homme. Chez l'homme, ça commence dès le berceau et ça se poursuit presque à longueur de vie.
Donc le soin des jeunes, aux jeunes, c'est aussi un caractère hautement évolué. Voilà les oiseaux. On reviendra dessus. Les mammifères. Bon, pour les mammifères, je vous ai mis aussi pratiquement sur cette planche, vous avez toute la systématique des mammifères. Là aussi, il y a 3 sous-groupes. Il y a ce qu'on appelle les prototériens, ensuite les métatériens et puis les eutériens. Les prototériens sont représentés ici par les ornithorynques et les échidés. Ouais, chez l'ornithorynque en particulier, vous avez un bec, mais vous avez aussi des palmures au niveau des doigts. Les palmures au niveau des doigts indiquent une adaptation à la vie en milieu aquatique. La palmure au niveau des doigts, on retrouve aussi ce caractère chez beaucoup d'oiseaux qui sont aquatiques. Alors tantôt, vous avez chez les oiseaux, il y a 4 doigts. Les doigts, tous les 4 doigts peuvent être orientés vers l'avant. Quelquefois, vous avez 2 doigts orientés vers l'avant, 2 autres en arrière. Quelquefois, vous avez 3 doigts antérieurs et un doigt postérieur. Le doigt postérieur, c'est le pouce. Et puis après, en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, on va rencontrer les doigts 2, 3 et 4. Successivement. Une montre normale. Donc vous voyez ici aussi, il y a l'ornithorynque. Là, c'est le kangourou qui est représentatif de l'ordre des métatériens. Et tout le reste, ce sont des eutériens. Les prototériens pondent des œufs. Ils présentent aussi un bec, donc ils constituent un groupe de passage entre les oiseaux et les mammifères. Ils ont un corps couvert de poils, donc ce sont des mammifères. Ils allaitent leurs petits. Donc il y a une sécrétion lactique. Ils ont des poils. Voilà des caractères qu'ils partagent avec les mammifères. Mais le fait d'avoir des becs, un bec, et de pondre des œufs, ce sont des caractères aviaires. Donc c'est un groupe de passage entre les oiseaux et les mammifères. Ici, vous avez les kangourous qui représentent le groupe des métatériens. Chez les kangourous, en général, la naissance est prématurée. Le petit, quand il naît, il n'a pas achevé complètement son développement et ce développement va se poursuivre dans une poche qui est située entre les membres postérieurs de la femelle. Et cette poche, c'est ce qu'on appelle la marsupie. Alors, l'animal le petit continue sa croissance à ce niveau-là jusqu'à un certain temps. Et c'est après seulement, quand il a achevé son développement, qu'il va pouvoir sortir de cette poche pour accompagner sa maman. Donc, il s'agit de naissance prématurée. Par contre, chez les autres qui sont des eutériens, normalement, le petit qui naît a achevé son développement. Il s'est développé à l'intérieur et aux dépens de l'organisme maternel. Et à la naissance, il a achevé son développement. Bon, en général, je dis bien en général, parce que quelquefois aussi, il y a des naissances prématurées. Et en général, on fait recours aussi à la technologie pour permettre aussi au petit d'achever son développement. Et ça, c'est des cas exceptionnels. Bon, là aussi, il y a différents groupes. Je reviendrai sur ces groupes. Il y a certains qui sont aquatiques, d'autres qui sont terrestres, d'autres qui sont aériens. Voilà un survol un peu de la systématique des vertébrés. Donc il y a des vertébrés aquatiques, des vertébrés terrestres et aériens. Entre ces différents milieux, il y a des groupes de transition.
Entre le milieu aquatique et le milieu terrestre, c'est le groupe des amphibiens. Et puis vous avez le groupe des vertébrés aériens, qui est représenté surtout par les oiseaux. Il y a des liens phylogénétiques entre ces différents groupes. Hein? C'est-à-dire qu'il s'agit de groupes qui sont interconnectés en réalité. Quand on passe d'un taxon à un autre, il y a un taxon intermédiaire. Si on prend le milieu aquatique, on constate qu'il y a certains vertébrés qui sont sans mâchoire, ce sont les agnates. Et dans ces agnates, dans la nature actuelle, il y a deux morphotypes, un morphotype de lamproie et un morphotype de myxine. À l'opposé des agnates qui sont des vertébrés sans mâchoire, vous avez les vertébrés avec mâchoire. Et dans ces vertébrés avec mâchoire, vous avez les poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Les poissons forment une superclasse. Reptiles, oiseaux et mammifères forment une autre superclasse qui est celle des tétrapodes. Parmi les poissons, certains ont un squelette entièrement cartilagineux, ce sont les contrichiens. Et à l'opposé, vous avez les ostechtiens qui ont un squelette entièrement osseux. Le caractère osseux est plus évolué que le caractère cartilagineux. Bon, on verra aussi il y a chez les poissons d'autres caractères que nous citerons. Et les caractères n'ont pas les mêmes statuts. Certains sont dits primitifs, d'autres évolués. Chez les poissons cartilagineux, vous avez certains dont les fentes branchiales sont situées latéralement. Donc l'eau entre par la bouche et sort par ces fentes latérales et ils forment le groupe des pleurotrèdes. Vous avez les requins qui font partie de ce groupe. D'autres ont les fentes branchiales situées sur la tête, sous la tête, et ils constituent le groupe des hypotrèdes. Vous avez l'exemple des raies. Entre les poissons cartilagineux et les poissons osseux, vous avez le groupe des chimères qui présente un squelette en partie osseuse, en partie cartilagineuse, mais aussi il présente un faux opercule situé à la base des nageoires pectorales. Ce repli de peau ne présente pas de pièces ni osseuses ni cartilagineuses, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle ainsi un faux opercule. Et il forme un groupe de transition entre les poissons cartilagineux dont les fentes branchiales ne sont pas recouvertes et qui baignent directement dans le milieu aquatique, et les autres poissons dont les fentes branchiales sont recouvertes par un vrai opercule qui correspond en fait à un repli de peau dans lequel vous avez des pièces osseuses. Les poissons peuvent être subdivisés aussi en deux grands groupes suivant l'organisation de l'appareil respiratoire. Dans certains cas, c'est un appareil uniquement branchial. Dans d'autres, vous avez d'autres organes qui sont associés aux branchies pour aider à satisfaire les besoins en oxygène respiratoire. Alors ces autres organes respiratoires aériens, ce sont des muqueuses buccales, pharyngiennes, muqueuses gastriques, intestinales, la vessie gazeuse et quelquefois aussi les poumons. Ouais, tout ça, ce sont des organes respiratoires qui aident les poissons à satisfaire leurs besoins en oxygène respiratoire. Alors tantôt, on le verra aussi plus tard, quelquefois les branchies, la présence de ces organes est obligatoire, quelquefois c'est une présence accessoire. Ça veut dire qu'ils peuvent être là sans qu'il ne soit absolument nécessaire, mais quelquefois la présence est obligatoire parce que sinon le poisson peut mourir par asphyxie, parce que les branchies ne pourront pas permettre seules de satisfaire les besoins en oxygène respiratoire. Chez les poissons où vous avez les branchies qui sont dans un état très peu perfectionné, la présence de ces organes accessoires est obligatoire parce que les branchies peu perfectionnées ne peuvent pas permettre de satisfaire seuls les besoins en oxygène respiratoire.
Par contre, quand les branchies sont dans un état assez bien perfectionné, quand elles sont faites de lames et de lamelles branchiales bien élaborées, alors là, elles seules peuvent permettre de satisfaire les besoins en oxygène respiratoire. Et évidemment, dans ces cas-là, la présence de ces organes accessoires de la respiration aérienne n'est pas obligatoire. Bon, on verra cela plus tard avec l'étude comparée de l'appareil respiratoire chez les vertébrés. Alors donc, voilà ces poissons pulmonaires qui font la transition entre les vertébrés aquatiques à respiration branchiale uniquement ou essentiellement et les vertébrés terrestres à respiration uniquement ou essentiellement pulmonaire. Alors ces vertébrés à respiration pulmonaire sont évidemment subdivisés en 4 classes. Ce sont ces amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères. Chez les amphibiens, la respiration, certes, elle est pulmonaire, mais la respiration pulmonaire n'est pas la respiration principale. Chez l'amphibien, la respiration principale, c'est la respiration cutanée. Si on badigeonne la peau d'un amphibien avec du vernis à ongles, on empêche la respiration cutanée. Et on constate que dans ces conditions, la respiration pulmonaire ne permet pas de satisfaire les besoins en oxygène respiratoire. Par contre, si on enlève les poumons et qu'on laisse la respiration cutanée, l'amphibien peut survivre. Donc c'est là la preuve que la respiration cutanée est plus importante. L'activité respiratoire cutanée est beaucoup plus importante que l'activité respiratoire pulmonaire. En général, d'ailleurs, chez les amphibiens, vous avez 3 catégories de respiration. La respiration, elle va être branchiale, à la fois branchiale, cutanée et pulmonaire. Elle va être branchiale chez les larves, chez les têtards, cutanée aussi. Mais chez les adultes, vous avez les branchies qui disparaissent avec les métamorphoses et il va exister les 2 respirations cutanées et pulmonaires. Mais les poumons vont être gardés chez les oiseaux, les reptiles et les mammifères. Et les poumons constituent l'organe respiratoire principal chez ces animaux. Ici, c'est le poumon qui est l'organe respiratoire principal. Ici, c'est la peau. Dans les poissons, en général, la grande majorité, ce sont les branchies. Mais dans certains cas, où les branchies sont mal différenciées, vous avez une respiration pulmonaire, qui est plutôt par d'autres organes respiratoires d'appoint, qui est aussi obligatoire. Pour les oiseaux, à côté des amphibiens, entre les amphibiens et les oiseaux, vous avez plutôt en suivant l'ordre évolutif, après les amphibiens, vous avez après les amphibiens, il y a les reptiles. Dans ces reptiles, il y a certains qui sont fossilisés. Donc je vous ai présenté une planche des reptiles pour montrer la diversité de ces reptiles à l'ère secondaire qui occupaient tous les milieux. Mais dans la nature actuelle, on n'a plus de reptiles volants, plus de reptiles, tous ces grands reptiles qu'on voyait, tous ces exemples n'existent plus. Il y a certains reptiles qui sont encore aquatiques, en particulier les tortues. Mais en général, on peut trouver dans le milieu aquatique un reptile tel que les tortues qu'on trouve en milieu terrestre. On peut trouver quelques reptiles, quelques tortues qui sont normalement adaptées à la vie en milieu aquatique. On peut les trouver en milieu terrestre. Mais ce sont des animaux qui normalement se sont affranchis du milieu aquatique.
Quand vous allez sur le village des tortues, il y a des tortues. Hein. Les géochélonées, il y a d'autres espèces de genre de tortues qu'on peut trouver. Mais si on les mettait dans l'eau aquatique, dans le milieu aquatique, ces tortues peuvent évoluer sans problème dans ce milieu aquatique. Ils peuvent évoluer sans difficulté parce qu'ils ont la capacité, ils ont développé des adaptations. En général, au niveau des membres, vous avez des palmures au niveau des doigts qui leur permettent de nager, etc. Hein? Bon, généralement, ces reptiles qu'on trouve en milieu terrestre, qui sont des reptiles, les tortues, on peut les trouver en milieu aquatique, qui sont bien adaptés, mais ils sont capables aussi de rester en milieu terrestre. En réalité, tous les reptiles se sont affranchis du milieu aquatique, c'est-à-dire qu'ils sont capables de vivre sans difficulté. Sur le milieu terrestre, ce n'est pas comme les poissons. Les poissons à respiration branchiale, si vous les sortez, ils meurent, parce qu'ils ne sont pas adaptés à la vie en milieu terrestre, aérien, etc. Mais tous les reptiles, s'il y en a qui sont en milieu aquatique, on peut même les sortir et ils vont pouvoir évoluer en milieu terrestre. Donc la présence de reptiles en milieu aquatique est interprétée comme un retour à la vie aquatique. Mais ils sont tous capables d'évoluer en milieu terrestre, sans difficulté. Les tortues, on les trouve en milieu terrestre. Mais il faut bien aussi mener leur vie sans difficulté en milieu aquatique. Il y en a qui sont tout naturellement en milieu aquatique. Il y a les tortues marines qui peuvent rester tout le temps dans le milieu aquatique. Il y a d'autres reptiles aussi qui sont encore dans le milieu aquatique. Mais leur présence en milieu aquatique est interprétée comme un retour. C'est un retour à la vie aquatique, mais on peut aussi, si on les sortait, ils devraient pouvoir évoluer en milieu terrestre. Donc tous les reptiles se sont affranchis du milieu aquatique. Bon, les oiseaux, ils le sont davantage. Mais parmi ces oiseaux aussi, certains ont gardé quelques caractères d'adaptation au milieu aquatique. Vous voyez qu'ici, il y a des oiseaux où vous avez des palmures, c'est-à-dire des membranes au niveau des doigts. Cette présence de palmures est une indication de l'adaptation au milieu aquatique. Bon, là, je vous ai présenté quelques pattes. Tantôt, la palmure réunit les doigts, l'ensemble des doigts. Chez le pélican, ce sont les 4 doigts qui sont réunis par une palmure. Dans d'autres, ce sont les 3 doigts antérieurs qui sont réunis par une palmure. Le doigt postérieur est libre. Dans d'autres, il y a une palmure au niveau de chaque doigt. Vous voyez. Mais la présence de palmure est une indication de l'adaptation au milieu aquatique. Donc je reviendrai sur ça. Les oiseaux, ensuite les mammifères. Bon, les mammifères aussi. Bon, la morphologie du corps aussi renvoie au milieu de vie. Donc on verra tous les différents groupes de mammifères au cours du développement de cette partie. Il fait quelle heure? Moins quart, d'accord. Donc voilà le survol un peu que je voulais faire des vertébrés. Bon, maintenant, alors ceci c'est la partie texte. La partie texte de votre cours sur les vertébrés. Avant de rentrer dans cette systématique, j'ai commencé d'abord par vous présenter les vertébrés, à vous définir ce que c'est qu'un vertébré. En fait, toutes les 3 premières pages, c'est par rapport à la définition d'un vertébré. Parce que j'évoque des caractères qui sont partagés par tous les vertébrés. Vous voyez, tous les groupes qu'on vient de citer, qui ont des morphologies très très différentes,
peuvent avoir des caractères qui leur sont communs. Donc j'ai essayé donc dans un premier temps, de donner les caractères qui étaient communs à tous ces vertébrés. Et donc, si vous avez un vertébré, normalement, il doit répondre à l'ensemble de ces caractères pour correspondre réellement à un vertébré. Un vertébré, il correspond à l'ensemble de ces caractères qui sont des caractères généraux. Alors, c'est un embranchement, il forme un embranchement de cordées. Un cordé, c'est un animal qui présente une corde. La corde étant un empilement de cellules turgescentes enveloppées d'une gaine de tissu conjonctif. Donc c'est ça la corde. Il y a certains qui ont la corde dans la queue, ce sont les gyrocordes. D'autres ont la corde sur toute la longueur du corps, c'est-à-dire la queue, la colonne vertébrale et la tête. C'est ce qu'on appelle les céphalocordes. Et puis après, il y a les vertébrés qui présentent la corde au niveau seulement de la colonne vertébrale. Et cette corde, après, va être substituée, va être remplacée par la colonne vertébrale. Les vertébrés forment un embranchement qui fait à peu près 40 000 espèces. 40 000 espèces, vous connaissez ce que ça signifie une espèce. Hein? C'est un ensemble d'individus interféconds. Et vous avez ici au moins 40 000 espèces. Et ils sont dans tous les milieux aquatiques, terrestres, aériens. Ils représentent, après les mollusques et les arthropodes, ils représentent le troisième embranchement. Dans le règne animal, du point de vue du nombre des espèces. C'est le troisième embranchement. C'est un embranchement qui est très connu, parce qu'en général, toutes les espèces sont macroscopiques. Ouais, les espèces sont macroscopiques, ça veut dire qu'actuellement, il n'est pas facile de trouver une nouvelle espèce de vertébrés. C'est plus difficile parce que tous sont macroscopiques. Donc, quand on fait des recherches, en général, les espèces qui sont macroscopiques, on les trouve plus facilement que celles qui sont microscopiques. Hein. Donc, puisque les vertébrés, en général, sont macroscopiques, vous voyez ici, pratiquement toutes les espèces ont été décrites. Alors, ce qui est commun, c'est que les vertébrés ont le même plan d'organisation. Il y a donc leur plan d'organisation qui est très semblable. Et d'ailleurs, on verra ça quand on abordera l'étude de l'appareil circulatoire. On verra qu'il y a beaucoup de vertébrés chez lesquels le cœur est simplement un tube et ce tube cardiaque est traversé par uniquement du sang carbonaté. Ça, tous les vertébrés aquatiques, les agnates et les poissons à respiration uniquement ou essentiellement branchiale ont un cœur qui est un tube traversé par uniquement du sang carbonaté. Vous voyez, ça c'est une organisation qui est assez générale. Et pour les vertébrés qui ont une respiration pulmonaire, qu'ils soient aquatiques ou terrestres ou aériens, la présence des poumons déjà va induire un cloisonnement cardiaque. Et on va observer au niveau du cœur une partie droite et une partie gauche. Oui, ça aussi c'est quelque chose, ce cloisonnement longitudinal et les deux cavités cardiaques, droite et gauche, c'est quelque chose aussi que tous ces vertébrés à respiration pulmonaire partagent. Donc vous voyez, ils ont presque le même plan d'organisation aussi de leur corps. Et on constate que le côté gauche du cœur renferme toujours du sang oxygéné et le côté droit du sang carbonaté. Et on constate que la circulation sanguine se passe presque de la même façon chez ces vertébrés. Donc vous voyez, c'est le même plan d'organisation pour l'appareil circulatoire. Et ça, ce qu'on observe chez ces vertébrés à respiration pulmonaire, c'est la même chose qu'on va observer aussi chez l'homme.
qui fait partie aussi de ces vertébrés à respiration pulmonaire. Donc vous avez un même plan d'organisation. Oui, toutes les généralités sur ces vertébrés tournent autour d'abord des trois grandes fonctions. Il y a les trois grandes fonctions que sont la fonction de relation, la fonction de nutrition et la fonction de reproduction. Dans chacune de ces fonctions, il y a un certain nombre d'appareils. Pour la fonction de relation, vous avez le tégument, alors le tégument, la musculature, le squelette, le système nerveux et les organes des sens. Tout ça, ça rentre dans le cadre de la fonction de relation. Ce sont ces différents appareils qui permettent la fonction de relation. Ce sont ces appareils qui vous permettent d'être en communication avec le milieu extérieur, avec l'environnement. Sous le tégument, vous avez beaucoup de terminaisons nerveuses. Ici, la musculature, évidemment, ça vous permet de, avec le squelette, le déplacement. Vous avez le système nerveux, donc ça c'est la sensibilité aussi, consciente et motrice. Les organes des sens vous informent aussi sur, etc. Donc tout ça, voilà les éléments de la fonction, les appareils de la fonction de relation. Ensuite, digestif, respiratoire, circulatoire, oui, il y a des appareils. Tous ces appareils appartiennent à la fonction de nutrition. L'appareil ici urinaire est à cheval entre la fonction de nutrition et la fonction de reproduction. La fonction de reproduction est représentée par l'appareil reproducteur. Dans certains cas, il y a un lien fonctionnel entre l'appareil urinaire et l'appareil génital. Donc c'est en ça que cet appareil-là, dans certains cas, il est aussi un élément de la fonction de reproduction. Donc voilà un peu les trois fonctions de relation, de nutrition et de reproduction. Et dans chaque fonction, il y a au moins un appareil. Dans la fonction de reproduction, vous avez l'appareil reproducteur et quelquefois l'appareil urinaire. Dans la fonction de nutrition, l'appareil digestif, respiratoire, circulatoire et quelquefois urinaire. Parce qu'il n'y a pas, s'il n'y a pas de lien fonctionnel entre l'appareil urinaire et l'appareil reproducteur, pour ces vertébrés-là, vous avez la fonction de nutrition qui est représentée par 4 appareils. Et enfin, vous avez ici la fonction de relation qui est représentée par ces 5 appareils. L'appareil tégumentaire, l'appareil musculaire, le squelette, le système nerveux, les organes des sens. Vous voyez, tout ça, c'est autant d'appareils qu'on devra en principe apprendre aussi en anatomie compacte. Je ne sais pas si on pourra le faire. Mais c'est ce que j'ai envie de faire. Bon, je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter. Et en principe, on devrait se revoir demain, s'il ne neige pas. C'est maintenant, ça c'est... Bon, allez, donc à demain, Inch'Allah.